Comment expliquer la panne de production française? Un colloque éthique en partenariat avec Web Radio Édition, mercredi 14 juin 2023. Bonjour, bienvenue à tous. On est ravis de vous accueillir pour ce nouveau colloque éthique. Comment expliquer la panne de production française? Sur XY Éthique, on aime poser les vraies questions. On est ravis d'accueillir, bien sûr, Sophie de Monton, la présidente du mouvement éthique. Bonjour Sophie. Bonjour. On a un invité de marque, une fois de plus, pour introduire ce thème, en la personne d'Arnaud Montebourg. Bonjour Arnaud. Bonjour. Vous êtes entrepreneur désormais, mais on se souvient surtout de vous en tant qu'ancien ministre de l'économie, du redressement productif, puisque c'était le thème, et on ne parlait plus de ministre de l'Industrie à l'époque, mais de redressement productif et du numérique. Bienvenue à vous. Alors, le thème de cette émission, comment expliquer la panne de production française avec, dans un instant, on va parler de ça, le redressement de la France, un combat perdu d'avance, un thème, Sophie, si vous posez la question, combat perdu d'avance, un petit peu noir. C'est une question. Voilà, j'ai pas du tout envie, et monsieur le ministre, vous êtes là pour nous dire que c'est pas vrai. Je vous le dis tout de suite. Oui. Non, mais d'ailleurs, impossible n'est pas français. En plus, et n'est pas un mot d'entreprise non plus. Et non, ce qui est vraiment intéressant, d'abord, disons-le quand même, c'est un homme de gauche qui s'est intéressé à l'entreprise de cette façon-là, parce que la gauche a énormément de qualités, mais l'entreprise n'est pas non plus son secteur préféré. Elle aime beaucoup la fonction publique, elle pense que certains domaines sont beaucoup mieux traités par l'État et la fonction publique que par le privé. Donc il y a un peu, on ostracise le privé. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez été aussi un ministre entrepreneur. On a ricané au début parce que c'était amusant, effectivement, le redressement productif. Tout le monde se demandait ce que ça pouvait être. Ça prend vraiment son sens aujourd'hui. Parce que on le voit d'ailleurs, on en parlera probablement tout à l'heure, ou vous nous en parlerez, on voit la problématique des médicaments aujourd'hui qui est évoquée, qui est terrible. Vous avez, je dis vous parce que vous incarnez le gouvernement là, bouté hors de France les industries. C'est pas vous bien sûr, mais il y a eu un moment où la France était le service, où on a empêché aux industries de s'installer. Aujourd'hui, et j'ai fini, je vous passe la parole pour que vous allez me remonter le moral. Aujourd'hui, on veut réinstaller les entreprises industrielles en France. C'est un cauchemar. Regardez le DUF, les brioches, il y a quelque temps, qui a dit, écoutez, c'est pas possible, je vais pas mettre 3 ans à arriver à me réinstaller en France. Dès qu'on écrase une pâquerette ou qu'on dérange une grenouille, tout le monde s'oppose à ce qu'on installe une industrie. On veut des industries, mais pas près de chez soi. Les maires les veulent bien, mais les veulent pas. Et les écologies sont une calamité pour la France. Voilà à peu près le tableau qui semble être un peu, qui explique un peu cette panne. Alors, est-ce qu'on est toujours en panne ? Nous sommes en difficulté sur le plan productif. Nous avons, sur le plan industriel et agricole, un juge de paix impitoyable et cruel qui est la balance commerciale des biens et des services. J'ai noté que dans les 3 dernières années, à la faveur ou à cause du Covid, tous les pays européens ont amélioré leur balance commerciale, la Grèce, l'Espagne, la Roumanie, mais le seul, il n'y en a pas 2, il n'y en a qu'un, le seul pays qui l'a aggravé, c'est la France. Donc nous avons un plongeon historique et désastreux de la balance commerciale, c'est-à-dire que notre capacité de production est en train de s'écrouler. La conséquence, c'est que c'est la balance des paiements qui fait la compensation. Donc en fait, c'est nos créanciers qui font leur shopping chez nous et qui achètent la France en pièces détachées. Les grandes boîtes, les petites boîtes, les vignobles, les hôtels. Parce qu'on n'a plus rien à vendre, on se vend. Et on s'en réjouit en plus. Je crois que nous devrions maintenant prendre conscience que nous n'avons pas d'autre choix que de nous remettre à produire. Alors, il y a une prise de conscience. Moi, ça fait 10 ans, depuis mon départ au gouvernement, enfin 9 ans, 8 ans, que je mène ce combat avec les moyens qui sont les miens, c'est-à-dire d'un citoyen redevenu ordinaire, petit entrepreneur débutant. Et je dois dire que l'esprit a changé. Nous avons maintenant la prise de conscience qu'un pays qui ne produit pas est dans la main des pays qui produisent. Si c'est pour acheter les produits des autres, mais avec quoi allons-nous vivre nous-mêmes? Oui. C'est-à-dire qu'en fait, la France est en train, parce qu'elle a perdu son appareil productif et sa solidité productive, est en train de s'appauvrir.
Mais la crise sanitaire et la crise de l'énergie ont renforcé ce sentiment et cette prise de conscience. Tout le monde a subi la crise de l'énergie et la crise sanitaire. Mais nous, on a mis du temps avant de comprendre que la question de garder ces entreprises, les préserver, les améliorer, les financer, les soutenir, organiser en quelque sorte les moyens que toute la société comprenne que nous avons besoin d'un appareil productif prospère pour pouvoir avoir de la richesse à redistribuer avec un modèle social qui est généreux, un modèle environnemental qui est d'avant-garde. Donc, pour financer l'avant-garde, il faut en avoir les moyens. On n'en a pas les moyens. Pourquoi? Donc, vous avez, je vous prends un exemple, vous avez 20% de la surface agricole utile, parce qu'on parle d'industrie, je vous parlais de l'agriculture aussi, c'est la même chose. Vous connaissez bien. 20% de la surface agricole utile, aujourd'hui, n'est pas exploitée. Pourquoi? Parce que l'agriculture est en défaisance, comme l'industrie. Alors, aujourd'hui, on a compris qu'il faut remonter des usines. Très bien, enfin. Il va donc falloir, un système financier qui soit adapté à cette ambition, un système foncier qui soit adapté à cette ambition. J'ai noté qu'il faut 25 000 hectares. Les friches industrielles telles qu'on doit les dépolluer coûtent un bras, donc on ne peut pas construire sur les friches industrielles, et on ne peut pas construire parce qu'on a zéro artificialisation nette, qui est la nouvelle orientation sur l'usage du foncier, qui est une bonne orientation, à quoi ça sert de s'étendre alors qu'on pourrait monter. Il faut densifier ce qui existe, il y a de la place, mais ça suppose qu'on s'organise pour ça. Deux questions. Oui, je vous en prie, madame. Deux questions. La première, vous avez dit, c'est très intéressant, qu'on était le seul pays pendant le Covid à avoir un déficit de balance commerciale. Pourquoi ? Première question. Et deuxième question, vous avez dit un mot qui me fait réagir sur les friches industrielles. Figurez-vous qu'il y a deux entrepreneurs qu'on connaît, deux jeunes, qui ont monté une boîte sur des friches industrielles. Ils s'occupaient de tout, etc. Et ils montaient un énorme centre avec des ventes de légumes bio, ils faisaient un truc d'animation. Ça a été interdit par la collectivité locale qui a dit c'est à l'État de faire ça pour les friches industrielles, c'est pas à vous entrepreneurs. Donc ça c'était un petit commentaire. Mais vous avez dit qu'on était le seul pays à avoir un déficit de balance commerciale pendant le Covid. Pourquoi ? Qui s'est aggravé. Tous les autres se sont améliorés, même la Grèce. Pourquoi ? Alors, Louis Gallois donne le bon diagnostic, à mon avis, et il parle d'or. Il dit notre industrie est trop petite. Donc, elle continue, elle ne se renouvelle plus. Elle est trop petite pour se renouveler. Donc, il va falloir maintenant que la société tout entière se remette à monter des boîtes. Je le dis franchement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 15 000 PME qui ont des projets dans leur carton. C'est là qu'il faut aller chercher les nouvelles boîtes. Mais eux, les banquiers financent pas, les fonds propres, ils en ont pas, le terrain, on le trouve pas, les gens pour travailler, c'est difficile. Les délais. Je vous parle même pas du temps pour mettre tout ça en œuvre. Donc, en fait, il y a un découragement, donc c'est des projets qui restent dans les cartons. Mais pendant ce temps-là, le reste du monde les fait. Donc, on est en train, dans la nouvelle génération technologique des produits qui arrivent sur le marché, qui sont d'ailleurs tout à fait imprégnés de la préoccupation écologique, nous sommes en train, peut-être, de rater cette marche. On a raté le brevet, faut peut-être pas qu'on rate le bac. Vous voyez ce que je veux dire dans la compétition. Donc ce travail-là, c'est un travail de mobilisation nationale, c'est un projet national. Donc exemple, on a 2000 milliards ce sont nos fonds de pension en vérité, c'est-à-dire en fait notre assurance vie. Tout ce qui est en assurance vie. Bon, ouais. J'ai noté que chaque année, le gouvernement autorisait au rachat d'entreprises étrangères des entreprises qui sont stratégiques. L'année dernière, c'était 130. L'année d'avant, c'était 120. La valorisation de ces entreprises, si on avait dû les garder sous contrôle français actionnarial, c'eût été un investissement de 40 milliards. Donc ça veut dire qu'il faut que, pour garder notre souveraineté, on va devoir se remettre à monter des boîtes, produire, reconquérir des parts de marché. Alors j'ai fait un travail avec beaucoup d'autres. On a pris la balance commerciale, pas seulement secteur par secteur, mais produit par produit. Vous avez 9000 produits industriels agricoles, il y en a 6500, on est en déficit carabiné. Mais pourtant, donc c'est ça qu'il faut remonter. Donc il faut retrouver, des banques qui financent l'investissement dans les fruits et des légumes, dans le matériel de levage et de manutention. Tout le monde a dit « Ah, mais c'est des commodités, on ne finance pas ». Ben si, il va falloir qu'on refasse des commodités avec la nouvelle génération technologique, remettre du numérique, avec des processus de production qui sont robotisés, qui nous permettent d'être compétitifs et donc de reprendre nos parts de marché. C'est un travail de toute la nation. Donc c'est pas que l'État
On demande au gouvernement, on demande beaucoup. C'est aux entrepreneurs, c'est aux banquiers, c'est à la sécurité sociale pour les médicaments. Qu'on nous laisse vivre, que l'État arrête de gérer nos boîtes. Vous avez entièrement raison. Je partage tout ce que vous avez dit. Sauf que quelque part en Allemagne, on monte une entreprise ou on monte une boîte, quel que soit ce qu'on ait à faire. Je schématise, ça met 1 an. Chez nous, ça en met 3 ou 4. Vous avez un problème. Nous avons un problème effroyable d'administration qui rajoute des décrets. Je vais vous donner un exemple. J'ai été voir le ministre du Travail et je lui ai dit, écoutez, c'est pas possible. La non-présentation au poste, vous pouvez pas mettre un type qui vient pas 3 fois de suite. On envoie 3 lettres recommandées, il est au chômage, terminato. Je veux dire, c'est pas possible, on trouve pas de gens à recruter. Le plein emploi, je sais pas ce que ça veut dire, on aimerait d'abord pouvoir recruter. Avant de parler de plein emploi. Moi, je trouve ça dramatique. Quand on me dit que le chômage, il y en a plus, je trouve ça terrible. Donc, on a besoin de gens et on réagit. Le ministre, très bien, dit oui, vous avez raison, c'est peut-être un peu grâce à nous, et il se met à travailler là-dessus. Non, c'est fini, la non-présentation au poste, comme ça. Ils nous ont sorti des décrets avec un questionnaire qui s'appelle, je sais plus comment, le FAQ ou un truc comme ça. Moyennant quoi, on peut plus virer, le salarié peut plus partir. Non mais c'est un gag. J'ai écrit un article récemment dans les Échos sur le sujet, c'est un gag. Donc là, ils sont là, les entrepreneurs. À la limite, l'argent est là. On a un grand entrepreneur qui vient tout à l'heure, dont vous m'avez parlé d'ailleurs, qui fait du capital privé pour que tout le monde s'y mette. C'est pas le sujet. Quand est-ce que l'État va se réformer lui-même ? Quand est-ce qu'on va arrêter de mettre le triple de temps ? On les a, les entrepreneurs. Oui, sur les blocages, Arnaud Montebourg, vous qui avez été aux affaires. Oui, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'on a envie de savoir. Je vais vous raconter l'histoire. Je vais vous raconter l'histoire. Un jour, le président de la République dit à ses ministres, je tairai son nom, chacun le reconnaîtra, dit, il faut faire un choc de simplification. J'ai dit, très bonne idée, très bonne idée. Donc je dis à mes gars au cabinet, vous foncez dans les DRIR, dans les services déconcentrés, chez les préfets, vous me faites remonter tout ce qui emmerde. Pardonnez-moi, je reprends l'expression d'un président de la République, Georges Pompidou. Tout ce qui emmerde la création, le développement de l'entreprise, etc. On a fait remonter 500 mesures, propositions qu'on a proposées. Là, je dis à mon directeur de cabinet, maintenant, on va défendre ça en interministériel, à l'arbitrage du Premier ministre. Mais moi, je veux y aller. Je veux défendre ça pour avoir du résultat. Je ne vais pas vous laisser faire. J'y vais. Il dit, ah non, vous ne pouvez pas parce que vous ne pouvez pas, c'est réservé au directeur de cabinet ou au conseiller. Oui, mais qui préside la réunion ? Ah bah, c'est le conseiller à la simplification du Premier ministre. Quel âge a-t-il ? 27 ans. Je dis, comment voulez-vous qu'il connaisse ? Et c'est lui qui va arbitrer les décisions que moi, je voudrais qu'on prenne. Donc, en fait, c'est l'administration elle-même qui dirige le gouvernement. Absolument. Et donc, ça... c'est un problème politique majeur. C'est qu'on a confié les rênes du pays à une administration qui demande à être commandée, mais qui ne l'est pas en vérité. Parce qu'on a dépolitisé j'allais dire, la chefferie, le commandement de l'administration. Donc, il va falloir maintenant, pour rattraper tout ça, parce que franchement, sur le terrain, c'est invivable. Et les fonctionnaires n'y peuvent rien. On leur demande d'appliquer des procédures délirantes qui sont conçues non pas par le Parlement, mais par l'administration elle-même, qui produit pour justifier, etc. Bon, donc moi je vais vous dire, il faudra un vice-premier ministre, voilà ma proposition, il faudra un vice-premier ministre à la débureaucratisation du pays, et qui va prendre au niveau du Premier ministre, donc interministériel, des décisions de réduction des normes, de manière à laisser le pays reprendre son souffle et travailler. Ça vous va, ça, Sophie ? Réduction des normes, parce qu'on parle souvent d'inflation normative. C'est dans tout le secteur. Je bois du petit lait, non, mais simplement. Moi, je connais l'agriculture, l'industrie. Oui. C'est l'enfer. Vous ne pouvez plus rien faire. Maintenant, vous avez des gens qui vous disent « Ah ben, il faut d'abord demander l'autorisation. » Mais ça, c'est plus un régime libre. Normalement, ce qui n'est pas interdit est autorisé. Mais maintenant, tout le monde se dit, mais est-ce qu'on ne va pas demander l'autorisation avant ? C'est-à-dire qu'on a inversé la norme. La norme, c'est que c'est interdit. Tout est interdit, donc qu'est-ce qu'on va avoir le droit de faire ? Et ça marche pas. Ça. Mais pardonnez-moi, est-ce que vous auriez le droit... Je ne devrais pas vous donner trop raison, parce que vous allez trop loin parfois, Madame de Menthon. Oh, bah, si vous voulez. C'est vrai, de temps en temps, il faudrait un petit peu, trouver l'équilibre. On a besoin... Alors maintenant, je vais faire le... Non, alors question... On a besoin de règles du jeu. Par exemple, comment on va se sortir On va se sortir de la contradiction dans l'agriculture entre une agriculture qui a été mise sur le marché mondial
en compétition avec l'agro-business mondial, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et de l'Asie. Et sans les mêmes règles. Qui n'a aucune règle, qui fait du dumping social, environnemental. C'est vrai. Et un modèle économique qui est celui de la polyculture familiale, des petites exploitations, une structure foncière morcelée, héritage de la Révolution française, mais qui a su se moderniser, mais qui ne peut plus maintenant. Parce qu'on est arrivé aux limites de la nature, du respect des sols, la biodiversité. Donc comment vous allez faire pour avoir un modèle environnemental qui soit accepté par les consommateurs européens, pas seulement français. Les écolos, ils ne sont pas qu'en France, ils sont partout, et qui demandent de manger correctement, pas trop cher. C'est parfaitement incompatible avec la mondialisation de l'agriculture. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut européenne. se replier sur nous ou ériger des barrières? Ces expressions débiles. On se replie pas, on se protège quand on en a besoin, on souffre quand on a besoin. Le protectionnisme pur est une bêtise, le libéralisme pur est une bêtise. L'intelligence, c'est les deux, mon capitaine. C'est-à-dire, sur certains secteurs, être protecteur, et sur d'autres, être libéraux. D'ailleurs, toutes les puissances économiques, elles pratiquent à la fois le protectionnisme et le libéralisme. Les États-Unis font pas l'inverse. Alors, pardonnez-moi, madame, d'être nuancée. Je me le permets devant vous. Mais si vous êtes nuancé, je le suis aussi. Je voulais quand même vous dire un truc, c'est que moi, j'adorerais vous avoir comme vice-premier ministre. Je pense que c'est impossible. Qu'est-ce qu'on vous opposerait? Ça n'existe pas dans la Constitution. On en aurait pour un an de discussion. Il se battrait à l'Assemblée. Comment ça, un vice-premier ministre? Donc, c'est très drôle parce que je suis assez d'accord. C'est une idée créative et intéressante. Ce serait pas possible. Voilà. Alors déjà, on commence, c'est embêtant pour votre première proposition. Oui, je suis d'accord. En plus, si vous voulez, le monde a tellement changé que c'est vrai que mon libéralisme, parce que je suis une libérale profonde, atteint ses limites à certains moments, on est bien d'accord. Et donc, enfin bon, tout ce que vous avez dit, vous avez raison, et c'est le premier sujet. C'est même pas la peine de penser à autre chose si on ne bureaucratise pas la France. L'administration, alors vous dites qu'ils demandent qu'à obéir, je suis bien d'accord, mais je vais vous dire, ils sont zélés quand même. Les contrôleurs, quels qu'ils soient, ils veulent pas quand on leur pose des questions, etc., on n'est pas là pour réfléchir. Ils appliquent, mais voilà. Donc ça, c'est la vraie problématique. Qu'est-ce qu'on fait sinon? Ouais. Sophie, j'ai une question pour vous. Quel a été le successeur d'Arnaud Montebourg à son poste? Vous étiez ministre des Finances? De l'économie. De l'économie. Alors c'était sous... T'es plutôt jeune. Ouais. C'est Macron, non? C'est Emmanuel Macron. Ah, j'ai une question pour Arnaud Montebourg. Emmanuel Macron, on sait, a eu le parcours qu'il a eu ensuite. Il a fait un petit peu voler en éclats l'opposition droite-gauche traditionnelle. Aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment, puisqu'on pense redressement de la France, qu'il a œuvré justement pour remettre cette France, qui faisait l'objet d'un French bashing à l'époque, sur le devant de la scène, et en essayant justement de développer et notre économie et notre rayonnement international? Si vous voulez, on ne peut pas reprocher à un président de la République de faire rayonner l'attractivité du pays. Tout le monde se réjouit qu'il y ait des investissements étrangers en hausse dans le pays. Moi, je note juste une chose, c'est que il faut recréer la base économique souveraine que nous avons perdue. Et là, les résultats sont désastreux. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que Emmanuel Macron aurait eu intérêt à poursuivre ma politique du Made in France. D'ailleurs, moi, je suis pour des politiques transpartisanes, quelles que soient les alternances. Là, c'était même pas une alternance, de manière à poursuivre les mêmes efforts pour qu'ils soient payés en retour. Franchement, ça s'appelle l'intérêt général. Compenser par des investissements étrangers assez spectaculaires sur quelques grands, mais surtout des entrepôts logistiques, c'est d'abord ça, qui bouffent du terrain, qui créent pas tant d'emplois que ça, en tout cas c'est pas des emplois très bien payés et qualifiés, et pour compenser l'incapacité à reconstruire l'industrie, ça me pose un problème. Donc pour moi, ne nous leurrons pas, c'est très bien, je m'en réjouis, mais il nous manque l'essentiel, la base économique qui est maintenant atteinte et touchée et qui fait couler les fondamentaux de notre pays. On a les deux déficits jumeaux. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a un déficit commercial, on est détenu par ces créanciers qui achètent la France, et comme on n'a plus de quoi produire, non seulement on s'appauvrit, mais on est obligé de s'endetter pour financer une compensation excessive par rapport à nos capacités de production. Conséquence, on a un deuxième déficit qui est le déficit public. Comment on va faire pour gérer les deux? Il faut commencer par le déficit
commercial, reconstruire la production de notre pays, agricole, industrielle, servicielle. Je vais vous dire, c'est un boulot de dingue. C'est pas un pognon de dingue, c'est un boulot de dingue. Pas vraiment. On est capable. Alors là, on est capable, mais j'ai dit, c'est un boulot de dingue. Vous savez, c'est ce qu'ont fait nos ancêtres après la libération, quand il a fallu remonter le pays. Mais c'est ça, cette mobilisation. Donc déjà, ça suppose de le rassembler, le pays. Ça suppose de le rassembler. Pas d'organiser des bagarres en permanence. De désorganiser l'administration. Non, parce que je suis sûre qu'on peut, la mobilisation, elle est là. Vous avez même soutenu J'aime ma boîte, en fait, des entreprises qui maintenant, c'est incroyable, les Français sont 80% à faire confiance à leur entreprise, y compris pour leur santé, alors que les politiques et les médias, sont à 10% de confiance. En plus, on connaît aujourd'hui une mutation technologique incroyable. On recevait hier Laurent Alexandre qui nous parlait de ChatGPT. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose de dingue, y compris d'ailleurs en médecine, où on est en train de voir qu'on n'a pas d'hôpitaux, etc. Mais il y a des diagnostics qui sont faits maintenant par ChatGPT et qui sont même plus convivial avec les patients qu'en face à face. Bon, tout ça est un tel changement que la seule chose qui bloque, moi je voudrais votre solution concrète. Vous êtes au pouvoir, là, demain matin, même pas vice-premier ministre, premier ministre. Par quoi on commence pour libérer les énergies? Mais c'est ce que je vous ai expliqué, Madame de Menthon. Je pense que vous vous êtes focalisé sur un point formel qui est est-ce qu'on a le droit de faire un visio? On a surtout, il faut que cette personne qui va débureaucratiser le pays ait le pouvoir interministériel. Donc en fait, c'est soit le Premier ministre lui-même, soit son vice. Si j'ose dire, ou sa vertu. Ils sont tous vicieux. C'est-à-dire son numéro 2 qui va être chargé de faire ça avec sa signature interministérielle. Combien de temps ça prend, ça? En un an, on peut avoir fait beaucoup de travail. Est-ce qu'on a des grèves épouvantables? Non, je crois pas. Est-ce que vous supprimez des administratifs, des fonctionnaires? Pour moi, les dépenses publiques, elles concernent essentiellement le modèle social. Et ce n'est pas... l'administration, vous savez, si vous regardez ce qui marche bien dans l'administration, le fisc, la préfectorale, l'armée, ailleurs, ça devient le bazar. On a des problèmes regardez comment les services publics, comment les services publics se sont très abîmés dans la décennie. Donc le bilan n'est pas terrible. Donc est-ce que et donc il y a un travail de conduite du changement, de relance de nos services publics, du retour. C'est la structure du pays. C'est un pays, n'en déplaise Madame de Menthon, c'est un pays où l'État et la société qui marchent quand l'État et la société sont des alliés. Ils ne sont pas en confrontation. Voilà, c'est tout. Ça a été Louis XIV, c'était le général de Gaulle, d'une certaine manière, les bonnes périodes Mitterrand, ça a fonctionné. Quand c'est la bagarre, quand l'État est désarticulé avec la société, le pays s'arrête. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Mais l'État, c'est pas l'administration? L'État, c'est un état d'esprit. C'est d'abord ce qui unifie les Français autour de leur contrat. C'est quoi l'accord profond que nous avons tous ensemble? Et donc, c'est quoi? C'est quoi? C'est un capitalisme tempéré et moderne et partageur. Excusez-moi. 2, donc pas anglo-saxon et financiarisé. Voilà. C'est-à-dire enraciné. Ça, on l'a perdu parce qu'on a anglo-saxonisé nos entreprises. 2, c'est une certaine distance par rapport, j'allais dire, au monde et à l'Europe. C'est-à-dire que nous avons des positions originales à défendre, puisque nous sommes une parole qui porte dans le monde, donc économiquement, nous avons une originalité à défendre, qui n'est pas l'alignement sur des intérêts des deux empires économiques, que sont la Chine et l'Amérique. Troisièmement, c'est un contrat social qui est généreux, donc il faut le financer. Donc pour ça, il faut beaucoup d'entrepreneuriat, beaucoup d'entreprises, beaucoup de richesses créées, beaucoup de valeurs créées. Voilà. Merci. Et sur l'écologie, c'est la nouvelle frontière où là-dessus, nous n'avons pas de stabiliser notre position. Parce que nous sommes en contradiction avec notre excès d'ouverture au monde. Voilà. Ce qui est intéressant, on note dans les mots d'Arnaud Montebourg, c'est aussi pas opposer le social et l'économie. On a l'impression qu'on peut faire du social grâce à une économie forte. Mais vous ne pouvez pas avoir un modèle social, vous avez une économie effondrée. Évidemment. Donc vous pouvez avoir un modèle social. On a l'impression qu'on est un peu à bout de souffle. Non, mais on peut se le payer si on bosse.
Non mais attendez, Voilà. Là où vous avez mis le doigt sur quelque chose de très important, j'ai rien inventé, il faut que la masse de travail soit supérieure en France. Que fait en ce moment? On réfléchit à la semaine de 4 jours, on réfléchit à... Il y en a qui nous proposent les 32 heures sans arrêt, on a le taux d'absentéisme qui vient d'avoir un bond terrible. Je suis désolée, je suis obligée de le dire. On n'aime pas bosser, et même les gens qui aiment bosser chez nous, qu'on reconnaît, qu'on aime, le pont, c'est sacro-saint. C'est bon. Je me mets en télétravail pour recevoir le plombier aujourd'hui parce que j'arrivais pas à l'avoir. Je veux dire, il y a un état d'esprit là aussi à changer. Non, le travail n'est pas une douleur permanente. Non, les retraites, on va pas évoquer les retraites, mais quand même, comment voulez-vous augmenter la masse de travail et faire du social si on s'arrête à 60 ans? Moi, je veux bien. C'est juste pas possible. Bon, je vais répondre. Alors, comment on met les Français au travail? D'abord, moi, je suis pas... question. Alors là, je suis pas du tout d'accord. Je pense pas que les gens ne veulent pas travailler. Je pense qu'ils veulent donner un sens à leur travail. Je vois bien dans les jeunes générations. Je vois les jeunes générations. Ça veut rien dire donner un sens. Bah c'est tout fait comme. Bah si. Non, mais... Ils vont pas se crever à la tâche pour des actionnaires. Alors, ils se crèvent pas à la tâche. Non, mais il y en a qui se crèvent à la tâche et ils aiment ça. Et puis c'est pas pour les actionnaires. Faut pas je suis désolé, Madame de Menton. Aujourd'hui, pas pour les actionnaires. Ben je suis désolé. Il y a pas aujourd'hui, vous n'avez pas le partage de la valeur. Si, désolé. On est en train, mais c'est pas vrai. Désolé. Donc vous voulez ça des gens. Non, moi je suis pas d'accord. Vous avez là, je suis pas d'accord. On est en train de bosser comme des dingues là-dessus. Et le partage de la valeur, il y en a pas. Il n'y en a pas. Mais si. Il n'y en a pas. Non, il y a des différences dans les salaires, je suis d'accord, qui sont gigantesques. Mais le partage de la valeur, ne croyez pas ça, à éthique, on n'est que là-dessus. Je suis. Écoutez, on est obligé. Alors, si vous me laissez parler, je vais pouvoir vous répondre. Je vous laisse pas parler. Ça. Non, vous me laissez pas parler parce que c'est votre passion. Donc je vais répondre par la mienne. C'est très simple. Aujourd'hui, vous avez, moi c'est intéressant, la jeune génération entrepreneuriale. C'est pas qu'ils veulent pas travailler, ils vont travailler beaucoup plus en fait, mais pour eux. À leur compte, on est d'accord. Mais pour eux. Oui. C'est pas qu'ils veulent pas travailler, c'est qu'ils veulent pas travailler dans des entreprises bureaucratisées privées. Excusez-moi, la bureaucratie, c'est pas l'apanage du public. La banque, l'assurance, ce qu'on appelle les bullshit jobs. Il y a eu un très beau livre écrit là-dessus, c'est-à-dire des boulots de contrôle des autres. Aucun intérêt. Donc vous avez toute une génération, c'est l'administration privée, vous avez toute une génération qui a décidé de vivre autrement son travail. Donc je suis désolé, la question du sens au travail, qui est apparue au moment du Covid, c'était un révélateur, parce que les gens se sont dit, pourquoi, à quoi ça sert? Je peux vivre avec moins de salaire, différemment, et vivre mon travail différemment. Donc vous avez, pardon Madame de Menton, je voudrais terminer mes phrases. Donc vous avez toute une génération de quadragénaires, quinquagénaires qu'on fait comme moi, qui ont quitté toutes les grandes organisations publiques, privées, etc., qui sont devenus agriculteurs, artisans, qui ont redécouvert le travail. Et je peux vous dire, ils bossent ce dimanche, ils bossent ce week-end. C'est pas vrai. Donc ne propagez pas l'idée que la France serait fainéante. La France est mal organisée et elle a un capitalisme qui ne lui ressemble pas. C'est-à-dire, les Allemands, ils ont un capitalisme qui ressemble au compromis social bismarckien historique. Le nôtre, nous avons déporté vers la financiarisation de l'économie. J'ai une question. Alors je termine ce point, pardonnez-moi d'être obligé de me battre quand même pour parler, c'est quand même incroyable. Et alors, je vais vous dire une chose. Si on arrive à retrouver ces fondamentaux, et moi je suis pour une réforme du capitalisme. Le rapport Coty, Sarkozy il avait commencé à l'esquisser, il s'est arrêté. Macron avec son projet Pax, il y avait des éléments, il s'est arrêté. C'est le projet du gaullisme. Voilà, qui n'est pas allé au bout, parce que vous avez une partie de la bourgeoisie française qui ne veut pas faire cette concession-là. Oui. Mais la conséquence maintenant, c'est que, regardez ce qui se passe. Moi, je peux pas discuter avec un seul boss d'entreprise, un patron d'entreprise. Les gars, ils comprennent que maintenant, il va falloir qu'on soit un tout petit peu plus partageur sur la valeur créée. La valeur, elle est créée par tout le monde dans une entreprise. C'est une communauté humaine. Tout le monde s'y met. Oui. Et c'est tellement mieux d'être à la fête avec tout le monde. J'ai une question, et ça sera peut-être le mot de clôture. Sophie, une petite seconde. Juste une question plus personnelle à Montebourg. Vous êtes... Ah ouais, moi, j'ai le droit de répondre quand même. C'est un parcours assez étonnant d'être effectivement ministre jusqu'aux heures de la République et d'être entrepreneur. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui? Plus satisfait? Vous parlez de sens justement de son travail. Le bonheur personnel m'a touché. Je suis très content. Bonheur personnel, désespoir collectif. Voilà. Je suis désolé du chemin que la France prend, mais à titre personnel, je suis très heureux dans mes travaux, dans le travail que je fais, avec les équipes que j'ai montées. J'ai créé 12 entreprises quand même. Ouais. C'est un modèle économique où je monte des équipes. Donc en fait,
Je ne suis pas le dirigeant de l'entreprise, je ne suis que le président. Dans ma constitution personnelle, le président préside et le gouvernement gouverne. Vous êtes tenté de revenir justement porter vos convictions? Non, moi j'ai pas de. Moi c'est terminé pour moi, mais j'ai des choses à dire. Je reste un homme engagé sur mes convictions. Conclusion, et Madame de Menthon ne pourra pas m'en faire le reproche. Alors, Sophie je vais Menthon, dire conclusion. que par rapport à ce que vous venez de dire, que le bonheur personnel dépasse le bonheur collectif, ça c'est un autre problème. Mais vous êtes un entrepreneur de la France, et ça je l'ai toujours su, et j'apprécie. Donc vous avez aussi, s'il le fallait, j'espère bien que vous reviendriez pour aider à avoir beaucoup plus d'entrepreneurs. Je ne peux pas être d'accord avec vous parce que vous alignez des idées qui ne sont plus vraies. Je veux dire que nos salariés, le rapport a changé. Nos salariés, c'est eux qui ont le pouvoir. Vous engueulez un salarié, le mot est horrible, j'ai jamais engueulé un salarié de ma vie, bien sûr, mais vous lui dites ça va pas, etc. On vous dit taisez-vous, il va être en arrêt maladie. Bon, le rapport a changé, c'est pas plus mal parce que le salarié exploité. Corvéable à merci, non, c'est fini. Pardon ? Corvéable, malléable à merci, c'est terminé. C'est vraiment fini ça. Ou alors, il y a un équilibre qui s'est refait. Non, mais il y a d'horribles entreprises chez qui ça persiste. Il y a des mauvais chefs d'entreprise, il y a des salauds, il y a du harcèlement, il y a tout ce que vous voulez. C'est la vie, l'entreprise c'est la vie et il y a tous les défauts. Nous avons complètement changé. Nous avons besoin de fidéliser nos salariés. Nous avons besoin de les payer plus. Un mec qui est mal payé, c'est une catastrophe. Le partage de la valeur, on essaie. Et on est auditionné et on travaille là-dessus. On dit comment on peut faire. Il faut trouver d'autres solutions parce que quand je file 1000 balles, vous savez la fameuse prime Macron, c'est la prime Menthon. C'est moi qui ai eu l'idée un beau matin au moment où il y avait les gilets jaunes. J'ai dit ça suffit, il faut qu'on paie nos salariés. Et j'ai proposé l'idée que si je file 1000 balles de ma caisse, il y ait 1000 € qui atterrissent dans la poche du salarié. Et aujourd'hui, vous savez ce qui nous est arrivé? Un chef d'entreprise, la société juste à temps, il augmente à 3 000 € un type qui lui demandait depuis 1 an et demi ou 2 ans. Le type dit merci, tout va bien, on l'augmente à 3 000 €. Il revient 1 mois après, il dit remettez-moi mon salaire d'avant. J'ai perdu tel avantage. Ouais. Je ne veux plus d'un État qui file des chèques de covoiturage, des chèques d'essence, qui distribue, et puis c'est parce que le patron paie pas. C'est insupportable. On a besoin, je veux payer mes salariés. J'approuve votre point. Je crois que la distribution primaire, la première distribution, là où est le rapport productif, là où est la collaboration du travail et du capital, c'est là que la valeur doit être partagée. Et donc, c'est un effort de toute une société. Et donc, moi, je suis d'accord sur un point avec Madame de Menthon. Il y a, par rapport à l'Allemagne, nous avons, dans la totalité de la population active, nous avons 7 points de moins qu'en Allemagne. C'est-à-dire qu'en fait, on est à 76% de la population active allemande travaille, nous on est à 69%. Donc on a donc il y a des gens qui ne travaillent pas. Pour beaucoup de raisons, hein. Soit ils n'ont pas la formation, soit ils ne trouvent pas chaussures à leurs pieds, soit ils sont tellement éloignés de l'emploi qu'ils pensent eux-mêmes que c'est perdu. Bon. Donc c'est une remise en marche de l'amour du travail pour toute une nation que nous devrions porter ensemble. Ça sera le mot de la fin. Merci Arnaud Montebourg, entrepreneur en service de l'économie, du redressement productif et du numérique. On a compris, le redressement de la France, c'est possible. Merci Sophie de Menthon, on vous retrouve tout à l'heure, présidente du mouvement éthique. Comment expliquer la panne de production française? Un colloque éthique en partenariat avec Web Radio Édition, mercredi 14 juin 2023.